Je dirais là, ce qui était intéressant juste dans en tout cas la communication précédente, c'est un des aspects, en tout cas qui a été abordé en parlant d'inclusion, c'est la question de l'égalité. Vous verrez que je vais parler d'égalité également. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que, en tout cas, ce terme d'inclusion est d'abord, a été élaboré par des organismes internationaux, puis au niveau européen. Il y a eu une charte des droits fondamentaux de la Commission européenne. En fait, il y a eu un certain nombre, en tout cas, de travaux à la fois au niveau international et au niveau européen, qui ont progressivement, je dirais, permis de mobiliser cette notion d'insertion. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les textes européens et internationaux ont eu comme effet d'imposer le terme inclusion, que ce soit dans le langage public, que ce soit dans le langage scientifique, ou que ce soit effectivement dans le langage politique, dans un contexte, on va dire, de changement des cadres environnementaux et économiques. Donc, porté par les textes, je dirais, nationaux, la logique inclusive invite à créer des dispositifs qui permettent une participation des personnes, notamment dans le domaine social et médico-social. Et on va voir progressivement entrer, en tout cas, se substituer le mot inclusion à celui d'intégration dans le secteur social et médico-social. À partir des années 2000, le mot inclusion se substitue à l'intégration dans les différents rapports qui verront le jour. En effet, les rapports plans en direction des personnes vulnérables mobilisent l'inclusion, remplaçant par le décret du 2 avril 2009, dans le Code de l'action sociale et des familles, l'expression prise en charge par les termes accueil et accompagnement pour mieux souligner le changement souhaité dans la conception, en tout cas, de la relation. Donc, on voit que ce terme va s'imposer, en tout cas en France, à partir des directives européennes, va s'imposer dans les textes traitant en tout cas du secteur social qui est l'objet de mon intervention sociale et médico-sociale. Donc là, ce que je viens de dire. Hop. Alors, une approche de l'inclusion. Tout d'abord, essayons de voir un peu comment certains auteurs abordent cette inclusion. Je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit ce matin, on va plutôt le compléter. Donc, on a Rosan Vallon, qui est un historien et sociologue, qui, lui, à partir de son ouvrage « Société, en tout cas des égaux », propose d'aborder cette question d'inclusion à partir de 3 figures qui traduisent l'égalité. L'égalité qu'il appelle équivalence, c'est-à-dire une similarité entre les êtres, l'égalité autonomie, pouvoir d'inventer sa vie, entre être indépendant et l'égalité participation, pauvre ou riche. Nous sommes en tout cas en capacité de promouvoir le bien commun. Vous avez un autre auteur qui est Niklas Luhmann, qui est un sociologue allemand. Lui, en fait, ce qui l'intéresse, c'est l'analyse en termes de rapport entre les individus et les systèmes sociaux. Donc, là, on a bien, et vous verrez que par la suite, parce que je vais essayer de l'illustrer, c'est Niklas Luhmann, c'est bien un sociologue allemand, et vous verrez que cette question de la participation, notamment dans le cas allemand, renvoie bien à ces rapports entre individus et systèmes sociaux. Vous avez ensuite Amartya Kumarsen, qui, à partir effectivement de son ouvrage sur l'idée de justice, lui
il voit davantage une participation active de la société qui vise l'égalité des possibilités des chances de la vie. À partir de là, je vous propose, donc, très résumé, mais je vous propose en tout cas d'illustrer cette notion d'inclusion qui est portée en tout cas par le groupement d'intérêt scientifique, recherche, action, inclusion, formation sociale, qui est un regroupement qui à la fois a comme membres des établissements de formation du travail social, des laboratoires de recherche et des établissements du médico-social, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Donc là aussi, je me repose sur 3 supports. Un colloque qui a fait l'objet d'une publication, une recherche-action de 2017-2021, portant sur l'intégration des immigrés sur plusieurs territoires et notamment ce qui s'est joué là, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation régulière et notamment signataires d'un contrat d'intégration républicaine. Et ensuite, une recherche en tout cas transfrontalière sur les quartiers marginalisés et travail social qui a été conduite de 2018 à 2020 et qui, en tout cas, renvoie à un projet qui s'appelait Projet Marge, a été financé, un financement européen, en tout cas Interreg, un financement Interreg, et qui a été porté par un établissement que je dirigeais à l'époque, qui est l'École supérieure européenne de l'intervention sociale. Et cette École supérieure de l'intervention sociale est un des membres, bien sûr, du GIS. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'inclusion, et ça a été dit ce matin, est une notion polysémique qui fait l'objet d'une double conception dans la recherche en sciences sociales. L'une interroge l'autorité, la violence symbolique, la domination et les injonctions de participation. Cette approche questionne l'élaboration des normes et leur relativité, la violence institutionnelle, ainsi que les logiques d'action derrière les principes normatifs. L'autre conception s'attache au processus de participation, à l'émancipation, à la reconnaissance sociale des individus et des sociétés. Cette approche aborde les capacités, les processus d'empowerment et l'égalité des chances. Que mettent en avant ces recherches? Tout d'abord, la première approche que je vous propose concerne bien sûr une des modalités de l'inclusion, qui est la participation, et qui renvoie donc à cette recherche transfrontalière qui a été conduite. Notamment, ces processus de participation dans cette recherche renvoient au processus d'empowerment, à l'égalité et à la capacité à promouvoir le bien commun. La recherche donc conduite sur 3 pays, France, Suisse et Allemagne, dont la thématique principale, je le répète, était les quartiers marginalisés et travail social, mais une partie des résultats va éclairer en tout cas mon propos. En effet, bien que légitimée au niveau européen, l'inclusion sociale prend appui sur des processus d'empowerment et d'égalité qui s'inscrivent dans des cadres sociaux, économiques et politiques des différentes économiques, sociales, politiques différentes et la participation, l'implication des habitants en est une des modalités. La participation et l'implication des habitants dans les politiques qui les concernent nécessitent
une confiance mutuelle à toutes les échelles, politique, administration, travail social, habitants. Comprendre la façon dont cette participation est envisagée est donc nécessaire. Par exemple, en France, la participation se décline à partir du concept d'égalité. Égalité territoriale, égalité des chances, égal accès à. Le rapport de confiance entre l'État s'engage et que l'État s'engage à aider les territoires les plus en difficulté dans une redistribution de la richesse nationale. La logique et la spécificité du rapport de confiance français est donc top-down. Elle part de l'État central et irrigue les territoires. Le rapport de confiance en France repose sur la promotion de l'égalité, mais de l'égalité par la délégation. Autrement dit, l'ensemble des participants de cette chaîne de confiance délèguent la responsabilité et la décision à l'échelon supérieur, l'échelon ultime étant le politique et l'État central. En fait, ce qui était intéressant, c'est que lors de cette recherche-action, les collègues suisses et allemands étaient toujours particulièrement stupéfaits de voir, quand on parle de participation des habitants, de voir par exemple le sous-préfet apparaître pour le cas français ou les professionnels. Alors que lorsqu'on parlait et on débattait de la participation en Allemagne et en Suisse, c'était bien les habitants qui étaient présents. Donc il y a bien une particularité, je dirais, française. En Allemagne, de l'information à l'autogestion, les pratiques de participation laissent une place importante au pouvoir d'agir des habitants. On trouve ainsi au cœur même des pratiques et des principes du travail social dans les quartiers le travail social qu'ils appellent sur le commun. S'il y a des germanophones dans la salle, ça s'appelle la Gemeinwesenarbeit. Souvent traduite, et vraiment une très mauvaise traduction, par le travail social communautaire. Qui, en fait, cette Gemeinwesenarbeit, donc ce travail sur le commun, organise à l'échelle d'un territoire les relations entre la commune, les associations et les habitants. Et le travail social sur le commun peut s'appuyer sur des principes visant plus la transformation des rapports sociaux que le changement des comportements des habitants. Le rapport de confiance ici en Allemagne repose non pas sur ce principe d'égalité comme en France, mais sur la subsidiarité. Le principe de subsidiarité est un principe universel que l'on peut définir comme les échelons supérieurs ne peuvent intervenir en soutien que lorsque, sans cette intervention et sans leur aide, une compétence essentielle ferait défaut au niveau inférieur. Ce principe de subsidiarité crée un rapport de confiance basé sur la proximité de l'administration communale, des travailleurs sociaux et des habitants. Ce n'est pas à Berlin que tout se décide. Au niveau de la société civile ensuite, le principe de subsidiarité s'impose aux collectivités et à l'État. Tout ce qu'un individu, une famille ou un groupe ne peut assurer par ses propres moyens, alors l'État et les collectivités en assurent effectivement, l'assurent à leur place. Dès lors, une forte autonomie est laissée aux associations et au travail social
qui assure de facto une large part des politiques sociales en Allemagne. C'est là l'essence même de l'empowerment, du pouvoir d'agir constitutif de la formation même des travailleurs sociaux en Allemagne et, il faut bien dire, qui peine à s'imposer en France. La pratique de l'empowerment découle de la subsidiarité en promouvant un autre vocable qui est assez étonnant et qui permet de comprendre de quoi il s'agit. C'est ce que les Allemands appellent Hilfe zur Selbsthilfe, que l'on traduira d'une façon en fait comme une périphrase suivante, aide aux personnes pour qu'elles soient en mesure de s'aider elles-mêmes. En Suisse, dans les quartiers suisses, le rapport de confiance repose sur le consensus. Plus encore qu'en France ou en Allemagne, la culture du consensus irrigue les différents secteurs de la société. Premièrement, le système politique est caractérisé par une démocratie de la concorde qui s'oppose à la démocratie de la majorité. D'autre part, la démocratie de la concorde consulte et prend en compte l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit partis politiques, que ce soit société civile, citoyens, avant de prendre une décision politique. D'autre part, elle cherche au sein de l'exécutif à refléter la diversité des opinions et des partis politiques. La recherche de consensus est donc bien un processus nécessaire avant de prendre toute décision pour les Suisses. Que nous renvoie, en fait, à quoi renvoient ces trois cas de figure? Ce que met à jour cette recherche-action, ce sont trois modalités de gestion de l'interdépendance entre les individus, la société civile, les administrations et les décideurs politiques. Dans les quartiers français, le rapport de confiance repose sur la délégation. Chaque citoyen délègue aux institutions la prise en charge du bien commun. Le concept d'égalité prime ici sur celui de la liberté. Seules les institutions qui dépassent les individus sont aptes à assurer l'égalité entre tous les citoyens. Dans les quartiers suisses, au contraire, les citoyens ne délèguent que partiellement la prise en charge du bien commun aux politiques. Ce dernier se doit de construire l'ensemble de sa politique avec les citoyens. Tout le système repose donc sur l'interdépendance permanente entre toutes les parties de la société. Cette forme d'interdépendance rend toute réforme radicale extrêmement complexe. Dans les quartiers allemands, enfin, le rapport de confiance est marqué par le principe de subsidiarité. Les institutions les plus hautes ne sont pas celles qui ont le plus de pouvoir. La société civile est chargée de prendre en charge une partie du bien commun. Dans les quartiers, la société civile assure pour le compte des collectivités la gestion du bien commun. La deuxième approche concerne l'autorité, la violence symbolique, la domination, l'injonction à la participation. Et la recherche conduite sur 6 territoires métropolitains sur la question de l'accueil et de l'accompagnement, elle ne renvoie pas directement à l'inclusion, mais offre quelques clés de lecture sur les modalités, en tout cas nécessaires à l'inclusion, qui ici sont l'intégration.
En effet, les étrangers en situation régulière, dans l'attente de leur sésame pour rester durablement sur le territoire français, doivent signer un contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire, qui passe par plusieurs étapes, suivre des formations linguistiques, respect des valeurs et principes de la société française et de la République, et bien évidemment des conseils en orientation professionnelle et de l'accompagnement. L'intégration est un processus mutuel, en tout cas d'apprentissage et permanent, car il passe par des phases de stabilité et de changement comme de rupture lorsque nous abordons l'intégration. Deux visions s'offrent à nous, celle parlant de l'individu et celle parlant de la société. Or, lorsqu'on parle d'inclusion, les deux sont en interaction. Ce que l'on peut dire, c'est que le modèle français reste attaché à ces valeurs transmises par l'école laïque et méritocratique, garant de l'égalité des chances par la réussite au mérite individuel et de la séparation de l'Église et de l'État. Ce modèle fixe le cadre de coexistence des différentes opinions religieuses, philosophiques dans le domaine privé. Il s'oppose de fait au multiculturalisme en tant que système politique. Ah, j'ai perdu mes pages. Alors, pour aller vite, c'est que ce que cette recherche, en tout cas, souligne, c'est que les étrangers en situation régulière, tout d'abord, quand on parle du CIR, signer un contrat n'est pas une chose facile. Et on voit, par exemple, au travers des 6 exemples, tantôt des exemples qui mettent en avant des décalages entre, d'une part, les objectifs affichés par les politiques et la réalité. D'autres exemples qui montrent que, en fait, ces professionnels, notamment du travail social, lorsqu'ils sont et qu'ils accompagnent, qu'ils accueillent et qu'ils accompagnent notamment ces étrangers, sont eux-mêmes tenus par les règles de leurs propres institutions, ce qui, de temps en temps, ne permet pas, puisque si j'étais dans une approche inclusive, qui ne permet pas, en tout cas, de prendre en considération la demande de l'étranger. Donc, cette demande de l'étranger, alors qu'est-ce qui se passe sur les territoires? Et un des territoires, notamment l'Occitanie, a permis de montrer, au-delà de la pluralité des acteurs qui interviennent, c'est de voir que si on souhaite répondre à une demande, et en l'occurrence c'était effectivement une demande d'hébergement des étrangers, lorsqu'on souhaite répondre à une demande, ce qui se fait jour, c'est qu'en fait on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler des militants. Les militants du social, c'est-à-dire que ceux qui vont intervenir dans les interstices, notamment du travail social. C'est-à-dire que les professionnels, malgré toute leur bonne volonté, ne sont pas toujours en mesure de pouvoir répondre à l'ensemble des attentes. Donc, il y a soit les militants eux-mêmes sont, je dirais, les bénévoles, eux-mêmes sont pris par des institutions, parce qu'ils sont bénévoles d'institutions. Mais il y a des groupements qui se mettent en place sur les territoires pour justement répondre en partie à cette, à cette recherche, en tout cas, inclusive. Alors, que mettent en avant ces deux exemples,
la participation dans les 3 pays et l'accueil et l'accompagnement des étrangers. Tout d'abord, dans le premier exemple, la participation met en avant les modalités de gestion de l'interdépendance entre individus, société civile et politique, mais ceux-ci sont bien liés aux histoires nationales ou ce qu'on pourrait appeler au contexte politique, économique et social. Le second exemple met en avant une variable de l'accompagnement dans le cadre d'un dispositif, c'est-à-dire le contrat d'intégration républicain, au sein duquel la personne n'est pas, ou ne devrait pas, devrais-je dire, ne devrait pas être un objet de catégorisation, mais bien pouvoir exprimer une demande. Ces 2 exemples répondent en partie à cette approche de l'inclusion. Mais ce que nous pouvons avancer dans ces démarches participatives et intégratives, préalables d'une inclusion, c'est que fondamentalement, nous vivons aujourd'hui dans une phase de déplacement de nos politiques sociales, impliquant le remplacement d'un système d'octroi de droits objectifs par une série de dispositions individualisantes ancrées sur les comportements des acteurs qui les responsabilisent et en font des acteurs de leur destinée. Et à force de petits pas, ces évolutions contribuent, comme le soulignait Didier Vincren, à un nouveau régime de protection caractérisé par l'octroi de protection fondée sur la participation de tous au commun. Cela opère, bien sûr, un changement des métiers qui gravitent autour de ces personnes concernées par les mesures inclusives. Merci pour votre attention.